Le conflit se noue. 1917-1939. Un monde s'effondre en 1917. La Première Guerre mondiale entre dans sa dernière année. Les empires ottomans et austro-hongrois n'y survivront pas. La Russie tsariste est déjà morte et les bolcheviks s'apprêtent à prendre le palais d'hiver et à instaurer un régime dont la durée de vie coïncidera avec ce que les livres d'histoire désignent comme le XXe siècle. En ce 2 novembre 1917, Lord Arthur James Balfour, ministre du puissant empire britannique, met la dernière touche à sa lettre. Hésite-t-il un instant avant d'y apposer son paraphe plutôt. Est-il saisi d'une sombre prémonition? Sans doute pas, car ce texte, plus connu sous le nom de Déclaration Balfour, a été longuement débattu par le gouvernement de Sa Majesté. Celui-ci déclare qu'il envisage favorablement l'établissement en Palestine d'un foyer national pour le peuple juif et emploiera tous ses efforts pour faciliter la réalisation de cet objectif. La déclaration qui, dans une première version, évoquait la race juive, précise que, pour la réalisation de cet objectif, rien ne sera fait qui puisse porter atteinte ni aux droits civils et religieux des collectivités non juives existant en Palestine, ni aux droits et au statut politique dont les Juifs jouissent dans tout autre pays. Comment créer un foyer national juif sans affecter les populations locales arabes? Cette contradiction, la Grande-Bretagne ne pourra jamais la résoudre, et elle sera à l'origine du plus grand conflit qu'ait connu le monde contemporain. Promesse contradictoire de Londres. La déclaration Balfour répond à plusieurs préoccupations du gouvernement de Londres. Tout d'abord, alors que la guerre s'intensifie sur le continent, il s'agit de se gagner la sympathie des Juifs du monde entier, perçus comme disposant d'un pouvoir considérable, souvent occulte. Cette vision, ironie de l'histoire, n'est pas éloignée de celle des pires antisémites qui détectent partout la main des Juifs. Ainsi, le Premier ministre britannique de l'époque évoque dans ses mémoires la puissance de la race juive, guidée par ses seuls intérêts financiers. Lord Balfour lui-même avait été le promoteur en 1905 d'un projet de loi sur la limitation de l'immigration en Grande-Bretagne qui visait avant tout les Juifs de Russie. Mark Six, l'un des négociateurs des accords entre Paris et Londres, qui partagèrent le Proche-Orient en 1916, écrivait à un dirigeant arabe. Croyez-moi, car je suis sincère, lorsque je vous dis que cette race, les Juifs, vile et faible, est hégémonique dans le monde entier et qu'on ne peut la vaincre. Des Juifs siègent dans chaque gouvernement et dans chaque banque, dans chaque entreprise. La lettre de Balfour est envoyée à Lord Walter Rothschild, l'un des représentants du judaïsme britannique proche des sionistes. Qu'est-ce que le sionisme? J'y reviendrai dans le chapitre suivant. Bornons-nous pour l'instant à dire que ce mouvement réclame la reconnaissance nationale du peuple juif et son retour sur la terre de Palestine. La missive Balfour s'adresse particulièrement aux Juifs américains, soupçonnés de sympathie pour l'Empire austro-hongrois, l'allié de l'Allemagne, et aux Juifs de Russie, influencés par les organisations révolutionnaires qui ont renversé le tsar en 1917. Nombre d'entre eux sont favorables à ce que la Russie signe une paix séparée avec l'ennemi. Londres espère éviter le lâchage de son allié. Balfour évoque même la mission qui serait confiée aux Juifs en Palestine, faire que leurs coreligionnaires du monde se comportent convenablement. Ce calcul échouera puisque dans la nuit du 6 au 7 novembre 1917, les insurgés bolcheviks s'emparent du pouvoir à Petrograd et appellent à la paix immédiate. Mais la Grande-Bretagne, en confortant le mouvement sioniste,
poursuit également un objectif plus stratégique, le contrôle du Proche-Orient. Le dépeçage des vaincus est négocié par Paris, Londres et Moscou, alors même que la victoire n'est pas acquise. En 1916, sont signés par Paris et Londres, puis ratifiés par le tsar, les accords connus sous le nom de Sykes-Picot. Mark Sykes et Georges Picot sont deux hauts fonctionnaires, l'un britannique, l'autre français, qui définissent les lignes de partage et les zones d'influence au Proche-Orient. Pour Londres, la Palestine protège le flanc est du canal de Suez, ligne vitale entre les Indes, le fleuron de l'Empire, et la métropole. Le parrainage accordé au sionisme permet au gouvernement britannique d'obtenir un contrôle total sur la Terre sainte. Mais les Britanniques ne se sont pas contentés de promesses au mouvement sioniste. Ils en ont fait aussi aux dirigeants arabes. Le calife ottoman, il exerce son autorité sur les territoires arabes du Proche-Orient et il est le commandeur des croyants, s'est joint en 1914 à l'Allemagne et à l'Empire austro-hongrois. Il a même lancé un appel à la guerre sainte contre les infidèles. Pour riposter, Londres suscite une révolte des Arabes contre l'Empire ottoman, animée par un dirigeant religieux, le shérif Hussein, de la Mecque. En échange, Hussein obtient l'engagement britannique d'appuyer l'indépendance des Arabes. Mais les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Comment, en effet, concilier l'indépendance arabe et la création d'un foyer national juif? La révolte arabe deviendra célèbre dans une version bien déformée, forgée par l'un des agents britanniques qui y jouèrent un rôle capital, Thomas et Lawrence, dit Lawrence d'Arabie. Ce récit, Les 7 piliers de la sagesse, sera porté au cinéma par David Lean et Peter O'Toole incarnera Lawrence. Le mandat britannique sur la Palestine. Le Proche-Orient sera donc partagé entre la France et la Grande-Bretagne. Créée en 1920, la Société des Nations, SDN, l'ancêtre des Nations Unies, ne regroupe alors que quelques dizaines d'États, européens pour la plupart. Elle instaure le système des mandats que sa charte définit ainsi. Certaines communautés, qui appartenaient autrefois à l'Empire ottoman, ont atteint un degré de développement tel que leur existence comme nation indépendante peut être reconnue provisoirement, à la condition que les conseils et l'aide d'un mandataire guident leur administration jusqu'au moment où elles seront capables de se conduire seules. Ainsi, des peuples considérés comme mineurs auraient besoin de tuteurs pour accéder un jour, peut-être, à la majorité. Le 24 juillet 1922, le SDN octroie à la Grande-Bretagne le mandat sur la Palestine. Le texte prévoit que la puissance mandataire sera responsable de la mise en exécution de la déclaration originellement faite le 2 novembre 1917 par le gouvernement britannique et adoptée par les puissances alliées en faveur de l'établissement d'un foyer national pour le peuple juif. Les fils du shérif Hussein, étroitement contrôlés par Londres, s'installent sur les trônes d'Irak et de Transjordanie, pays créés par les Britanniques à l'est du Jourdain, tandis que les territoires libanais et syriens tombent dans l'escarcelle de la France. L'Égypte, formellement indépendante depuis 1922, reste sous occupation britannique. Tous les acteurs du drame palestinien sont en place. La puissance dominante, la Grande-Bretagne, qui souhaite maintenir son contrôle sur une région stratégique riche en pétrole, dont le rôle économique et militaire grandit. Le mouvement sioniste, fort de son premier grand succès diplomatique, qui organise l'immigration en Palestine. Les Arabes de Palestine, que l'on ne désigne pas encore sous le nom de Palestiniens, qui commencent à se mobiliser contre la déclaration Balfour.
enfin, les pays arabes qui vont s'impliquer graduellement dans les affaires palestiniennes.